Vous écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Bienvenue sur Radio Ma'arif, dernier podcast d'une grosse saison. La 5e saison de Radio Ma'arif se termine avec ce bilan de la saison numéro 5. Riche saison, une soixantaine de podcasts de produits, beaucoup de travail, beaucoup de découvertes, beaucoup de passion. Et deux invités pour nous faire le débriefing de cette riche période. À ma gauche, Mustafa Kaderi, l'homme que l'on ne présente pas. Comment ça va, Mustafa ? Bonjour. Tu es là ? Oui, alors, plaisir. On t'a entendu cette année non seulement comme invité, mais également comme présentateur, comme animateur de podcast. Bah oui, on a échangé les rôles un petit peu et bon, de l'autre côté de la vitrine, comme on dit, c'est une autre paire de manches. Je te salue pour la performance que tu fais pour animer les podcasts. Je te retourne la remarque, vu que quand j'ai changé de place, j'étais également très déstabilisé de prendre la tienne. C'était pas facile. Ah, c'est facile de me passer au hachoir, Riak, mais c'est pas facile de... Eh oui, c'est la règle du jeu. Ouais. Comme quoi, le métier de parler, de rencontrer et surtout d'essayer d'être précis, sans prise de position préalable, n'est pas une chose aisée, mais bon, c'est le métier, ça vient avec. C'est comme ça qu'on devient forgeron, paraît-il. J'ai un invité mystère, un invité surprise avec nous également, parce qu'on ne peut pas faire un bilan à deux, il faut du monde. Et qui était mieux placé que celui qui a littéralement écouté tous les podcasts, qui les a écoutés, qui les a enregistrés, qui les a traités. Hamza Chiwa, salut. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très très bien. Comment vis-tu cette traversée du miroir ? La cheville ouvrière. Je suis l'apprenti forgeron. Oui, écoute, en fait, c'est une grande première. Alors, c'est la moitié de Radio Ma'arif, c'est l'homme qui fait les podcasts, voilà, qui fait les podcasts. Il faut le dire comme ça. On peut le dire comme ça ? Oui. Voilà. Et pourquoi tu es là ? Parce que tu es, en fait, tu as fait plus de podcasts que moi. Puisque une des séries avec laquelle on va commencer ce bilan, qui s'appelle Ma'almin, a été animée par notre ami Mahdi Nassouli, notre ami à tous ici, et qui a consisté à aller rencontrer des musiciens traditionnels pour qu'ils nous racontent leur parcours. Tu y étais, moi pas. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu retiens de ces Ma'almin, toi ? De ces Ma'almin, déjà beaucoup de choses. Pardon, excuse-moi Hamza, toi, déjà musicien, et là tu rentres chez les musiciens. Oui. Mais un autre registre, si j'ose dire. Je sais pas comment... exactement, des musiciens d'un autre genre, que j'ai pas eu l'occasion de rencontrer avant. Donc, déjà, il faut rendre hommage à Mahdi Nassouli avant tout, qui est un espèce de transfuge de ce monde-là ancien, traditionnel, et qui a su mélanger ça à de la musique moderne et qui en a fait un truc unique. D'ailleurs, c'est pas pour rien. Ils sont rares, les gens qui ont un pied dans chaque monde. C'est très difficile. C'est-à-dire qu'il est crédible avec ses Ma'almin et qu'il est crédible avec Titi Robin et avec... c'est sa force. Et il y en a pas beaucoup. Hein. Exactement. C'est un vrai tour de force parce qu'il y a mis du sien aussi. Il y a beaucoup de Mahdi Nassouli dans ça. Il n'y a pas que de la musique occidentale et de la musique traditionnelle marocaine. Il y a une touche personnelle qui est bien sûr. C'est un artiste créatif. Ouais. Il n'est pas juste le prolongement d'une tradition. Il est un créateur, quoi. Exactement. Et par contre, ce qui était le plus impressionnant pour moi, c'est cette facilité-là qu'il avait à communiquer avec ces gens, parce qu'on parle en tout cas sur cette série-là, de 9 ou 10 styles de musique différents, qui sont tous de la musique traditionnelle marocaine, mais qui sont de fait très très différents. Très différents, avec plein de subtilités, avec des codes différents, un vocabulaire différent, des subtilités différentes. Et lui a su s'adapter partout. Il a le même vocable que ces gens-là. Et pour un musicien qui, comme moi, a été éduqué à la musique, on va dire plus ou moins occidentale, j'étais... Tu joues du métal, il faut le dire aussi. Hein. Oui, je joue du métal, c'est-à-dire je comprends un peu comment les occidentaux parlent de leur musique. C'est une codification complètement différente. C'est-à-dire quand ils parlaient, j'avais les yeux écartés et je ne comprenais rien du tout. Mais alors vraiment rien du tout. Non, mais surtout qu'il y a un et compagnie. Vraiment, c'est l'occasion sûrement de faire une petite parenthèse sur le codage de la musique. Ça fait longtemps que j'avais envie de dire ça. Nous, avec Roba, on a eu l'occasion de travailler parfois avec des musiciens traditionnels, enfin disons plus proches de la tradition. Je pense à Abdelaziz Tati par exemple, ou bien à Rouy Charles. Mais très souvent, notre ethnocentrisme, on peut dire ethnocentrisme, c'est le fait qu'on regarde le monde avec les yeux de l'Occident, même si on n'est pas occidentaux, c'est des lunettes qu'on nous a posées sur la tête, nous force à croire parfois que le solfège, les rondes, croches, double croche, la mineure, diminuée, machin, etc., les modes phrygiens, sont la seule façon de coder la musique. En fait, c'est une façon, bien sûr, respectable, et qui est très efficace pour la musique, plutôt d'ailleurs du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle européenne.
et elle n'est pas très efficace pour coder Shabi. Elle est incomplète, clairement. Elle est incomplète, voilà. Et donc, en fait, les gens du Shabi, évidemment, ils ont développé leur langage, comme Issawa, comme Gnawa, comme tout le monde, un autre langage qui est efficace pour la musique que tu joues et qui n'est pas moins riche. Et malheureusement, nous, on a tendance à penser, moi, c'est un peu désolant, que le solfège et le codage de la musique. C'est un codage de la musique qui va pour un type de musique et qui n'arrive même pas toutes les notes, vu qu'on en a plus. C'est ce qu'on n'enseigne pas dans les conservatoires, là, parce qu'on a repris un petit peu cette tradition. On a fait des conservatoires de musique et on en est encore au solfège, parce que tout le reste, c'est presque, j'allais dire, de la sous-culture qui n'est pas considérée. La différence, c'est que le solfège, c'est considéré comme la musique savante, la musique classique et tout. Elle a été écrite. Alors que de fait, dans ce podcast des Malmines, j'ai compris clairement que tout se faisait oralement et surtout que tout était centralisé chez un Malm. Voilà, exactement. Tu ne peux pas reprocher aux Européens de venir coder la musique. Non. Je finis. Tu peux pas leur reprocher de venir coder une musique avec le réflexe d'écrire en disant, tiens, il a utilisé des outils, un langage qui n'est pas adapté, alors que toi, tu l'as pas fait. Tu l'as pas fait et c'est pas des reproches, hein, ça s'est passé comme ça. C'est pas, je blâme personne. Je dis, tu ne l'as pas fait. Et comme tu ne l'as pas fait, ces podcasts sont importants parce que tu parles. Parce que non seulement tu parles de musique, mais il y a également tout le côté rituel qui vient autour. Le podcast, on a entendu parler de Moulay Bouslaham. Qui était en lutte avec Jilali Boualem, voilà. Abay Yazid al-Bastami. Abay Yazid al-Bastami, il y a un Slaham qui est Jib al-Mouaj, et où il y avait un arbre qui était l'objet de la lutte d'influence entre lui et Abdelkader Jilali Boualem. Ils se sont battus à coups de sorts magiques. Exactement. D'incantation. Ouais, c'est les Avengers. C'est classique, hein, dans les histoires de sainteté et de transmission de puissance de sainteté. Je veux dire, ça pour les anthropologues, c'est un terrain très connu, très décodé, parce que justement, on a toute cette histoire des légendes associées aux saints personnages auxquels sont rattachées ces musiques, justement. Des saints personnages qui, pour certains, ne sont jamais venus au Maroc. Abdelkader Jilali Boualem n'est jamais venu au Maroc. Non, pas Boualem. Abdelkader Jilani n'est jamais venu. Ouais. Mais on a des sanctuaires de lui partout, parce que justement, c'est toute une histoire liée à des légendes. Il y a même un qui m'a dit qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, mais ça communiquait, ça volait, etc., etc. Bref, c'est une sorte... Bon, c'est des croyances. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est comment les confréries se rattachent, et puis ils utilisent la musique, justement, pour travailler toute une histoire de dhikr, parce que toutes les confréries qu'on a vues, c'était ce qu'on appelle les confréries populaires, où il est très difficile d'apprendre par cœur, par exemple, le dhikr. Et là, on le met en musique et il devient beaucoup plus facile, et on le joue, mais c'est plus agréable et c'est plus facile. Ça rime en plus, souvent. Ça rime, bien sûr. C'est comme les gens qui parlent pas anglais, mais qui chantent en anglais. Oui. C'est-à-dire, tu avais des gens qui ne parlent pas arabe, mais qui connaissent... Keltoum ou n'importe, je veux dire... Là, même le côté religieux, c'est-à-dire, tu vois, par exemple, ou une rhétorique, etc., parce que tu l'as appris un peu en rimant, quoi. Est-ce que tu as un personnage qui t'a marqué dans ces Malmines, là, en particulier? Bah écoute, tous. Il y a des choses qu'on n'a pas gardées parce que voilà, c'était pas dans le sujet, qu'on n'a pas diffusé parce qu'on les a éditées. Mais en off, ils sont tous très impressionnants. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le Ma'allem n'est pas n'importe qui dans cette culture-là. C'est vraiment un mentor, c'était déjà une fierté. Après, ils ont tous un point en commun, c'est qu'ils ont quitté l'école très jeune, enfin l'école ou la mosquée ou quelque chose comme ça. Et ils disent tous avoir été attirés par une espèce de force qui faisait le hal. Exactement. Mouloua, c'est un mot qui revient souvent. Ils disent que le hal meishaour. Et que quand ils ne pratiquaient pas cette musique-là, ils se sentaient malades. Il y a un côté un peu désigné, quoi. Comme un super-héros. Exactement. Il a hérité d'un pouvoir où il peut le nier, il est obligé de l'honorer, quoi, en fin de compte. Oui. Après, ça peut paraître un peu abstrait, mais il y a certainement des profils de personnes qui sont faites pour faire certaines choses. Donc c'est pas si incongru que ça. Non, ça n'a rien d'incongru. C'est une passion. C'est comme des gens qui te disent, je sais pas moi, Hendrix il est fait pour ça. Voilà, il est fait pour ça et peut-être ça va le choquer, peut-être que ça va le pousser même dans la rue, peut-être que ça va le pousser dans le rejet même des conventions sociales ou Marley ou j'en sais rien. Enfin, il y a des histoires comme ça dans chaque, ou bien pire encore, hein, si tu regardes, parce que nous au moins, on n'a pas le côté sacré profane que tu avais dans la musique noire américaine, mais chez les noirs américains, très souvent, le fait d'apprendre à chanter dans l'église et sortir dans le top 50 faisait des tensions horribles. Marvin Gaye, Sam Cooke, on le sait, enfin, ont eu des conflits avec leurs parents parce qu'ils chantaient la musique du diable et ont appris à chanter avec Dieu.
Voilà. Nous, au moins, très souvent, ils ont plus ou moins concilié les deux. Les deux, parce que, absolument. voilà, Absolument. Il y a aussi un gros point en commun, c'est l'importance de la transmission dans tout ça. C'est-à-dire l'importance du mentor. Comme eux sont ma'almin, ils ont eu des ma'almin. Et ça, ils mettent un point d'honneur à dire qu'il y a certaines valeurs dont on ne peut pas se passer. C'est le respect, le travail, c'est presque... Persévérance. Oui, la persévérance. Et... Mais c'est lié aussi au fait que c'était pas écrit. Le fait que c'était pas écrit oblige presque à la psychorigidité sur la transmission. C'est-à-dire, تحفظ هكاك. ما تقوليش انت تزيد ولا نقص ولا نسى ولا بدا ما تبداش. Tout l'artisanat est basé sur ça. Je veux dire, les معلمين avant, je veux dire... مي المعلمين مصطفى سو معلمين نقاش ولا شي واحد كيدير طرز ولا ما عرف شنو كيدير شي يبو راجوتي سي سا توش مي ملي كتهز القنبري باش تعلم حتى قناويت مع واحد معلم قناوي Tu je dois peux te garantir rester- parce que moi j'ai vécu cette expérience quand tu rajoutes une note tu n'es pas populaire. Déjà, avant de prendre le gimbri, il faut passer 3 سنين 4 سنين de qaraqab. Qaraqab, c'est une note. Hein. Apprendre Apprendre le rythme, il ne faut pas le... Mustafa, tu as écouté cette série? avec beaucoup de plaisir. Et j'ai vraiment appris énormément de choses de l'intérieur. Bon, on a beaucoup de choses sur les confréries religieuses, on a beaucoup de choses sur l'histoire des confréries religieuses, leur émergence, etc. Et puis on a très peu justement sur cette relation des confréries avec la musique, et puis même dans l'habit. Et puis ce qu'ils racontent, je veux dire, j'ai appris énormément de choses. Je retiens comme ça, dis non, je sais pas moi, Al Touat de Fès, mais qu'est-ce qu'ils font les gens de Touat à Fès et pourquoi leur relation avec Dar Dmana? C'est toute une histoire Dar Dmana Zawiya Al-Wazania, c'est toute une histoire au moins qui remonte au XVIIIe siècle. Hein. C'est pas, je veux dire, il m'a donné pour moi, il m'a donné énormément de matière pour compléter un petit peu des connaissances, l'ivresse que j'ai sous la main sur ça. Quelqu'un d'autre, je sais pas moi, le Ma'alem Bourri de Taludant. Alors là, c'est une encyclopédie. Mlahni, qui a eu le prix honoré à Fès et puis qui compose un poème sur place, quelqu'un qui pratiquement pas passé par l'école, oui, très peu. C'est une légende parce que bon, j'apprends que c'était le gauche le plus connu, l'histoire d'un cycliste avant Jari, avant beaucoup de stars du cyclisme à un moment donné, ben, c'était le gauche, le champion par excellence, même le légendaire, le gauche qui est tombé, qui est remonté et qui gagnait toujours avec un tour en avance. Ben, je veux dire, il y a un seul gauche dans l'histoire du vélo. Ça ne peut être que ce monsieur. Est-ce que tu es spécialiste du vélo, Mustafa? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais Du vélo. Du vélo marocain. Mais c'est lié à notre Gursh dans l'histoire, parce qu'il l'a dit lui-même, il était appelé le Gursh, et quand il a fait l'état civil, il a fait Bourri. Mais là où il m'a impressionné encore plus, au-delà de son savoir-faire énorme côté musical, et puis un mécène qui a aidé toutes les troupes de Taludant, Dqaf, le Melhoun, Ftagnaouit, c'est quand il a commencé à raconter l'histoire de Taludant. Ça, alors là, c'est impressionnant. Et c'est là qu'on comprend quand même que ces ma'almin, ces musiciens, avec le background qu'ils ont, peut-être ils n'ont pas appris à l'école, mais ils ont appris des choses auprès des gens qui savent. Et ça ne peut être que leurs semblables, qui ont peut-être fait des études. Et puis, à un moment, ils commencent à parler du Taludant, puis ils remontent jusqu'à le Mourabitin, Sadiyin. Et puis, il y a énormément de choses parce qu'il m'a éclairé sur un petit détail, insignifiant peut-être, mais il est énorme. On a Ashura qui va arriver bientôt. Comment Ashura était, comment dirais-je, associé à plusieurs événements. D'abord, c'est une tradition juive, adoptée par l'islam, et puis qui est associée à l'assassinat de l'un des fils de Ali, je crois, Al-Hussein, et qui était un événement pour les chiites aujourd'hui très triste. Ouais. Or, comme on a été à un moment donné dans notre histoire chiite, et je crois que c'est avec les Saadiens, si j'ai bien compris, le Ma'alem Bourri, que c'est image, pardon, qui nous donne un petit peu comment cette dqa devient joyeuse avec les Saadiens et puis la transfère à Marrakech. Et d'ailleurs, on a un triangle de dqa, il existe en 3 points au Maroc. Taludant, Marrakech, Dmnet. Alors, moi, vu de l'extérieur, moi, j'ai l'impression que Taludant était le centre du monde, en fait. Voilà. Oui, si on suit Medina Souli. Mais il y a de quoi. Ouais. Mais il y a de quoi. Il y a de quoi parce que, d'abord, parce qu'on y trouve énormément de styles musicaux qu'on trouve un peu partout. Et ensuite, il est au cœur de l'histoire du Maroc. Effectivement, c'est pas dit les plus ancienne que la ville de Marrakech. C'était la première capitale des Saadiens. Et puis là où il se trouve, il est à l'intersection de la plaine de Sousse, du versant sud du Haut-Atlas et une branche de l'Anti-Atlas. Donc, il est dans un point de vue stratégique et géographique
extraordinaire, c'est pas parce qu'il n'a pas eu une place, comment dirais-je, Agadir lui a soufflé un petit peu la position, puisque Agadir a émergé un petit peu, a réémergé, si j'ose dire, après le tremblement de terre. Mais Tel Oudent est une ville qui reste, à mon avis, un peu méconnue et qui mérite beaucoup plus que ce qu'il a aujourd'hui, non pas en tant que position géographique, mais comme ville, ressource historique, culturelle. De tout. Alors moi, je vais parler de mon expérience à écouter ces podcasts, parce que comme j'ai dit, j'étais pas là beaucoup dans les enregistrements, à part Hamid Qasri. Tu as l'impression de toucher avec ces gens-là en vérité, et c'est pour ça que je voudrais beaucoup faire un podcast avec toi, Mustapha, dans le côté historique, et Medine Souli pour le côté musical. Tu as vraiment l'impression de décortiquer un peu notre ADN. C'est-à-dire que notre identité, elle est là, dans cette musique-là, dans ces gens-là qui ont... Parce qu'en fait, c'est un monde très ancien, mais très proche. Moi, quand Medine Souli me dit mon grand-père Abd, il le dit. J'ai l'impression que c'est le Moyen-Âge qui surgit, et il y a beaucoup de choses à gratter derrière ça. Oui. Que ce soit au niveau on entendait le mot Abid régulièrement, qui était une traduction des Smkhal. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'aujourd'hui, il se réfère à lui-même comme Abd. Ce n'est pas péjoratif. Il te dit, on ne parle pas de manière fluide comme les Jilala ou les Ahmed Shah. Et ça, donc, justement, j'aimerais vraiment lancer une série de podcasts, un peu un croisement entre toi, Mustapha, dans le côté historique, etc. Et parce qu'on a tous la même passion, et d'aller à la recherche un peu de nous-mêmes. Et cette musique, pour moi, elle est très fondamentale dans notre identité. Voilà. Déjà, on l'appelle Tagnaouit, Agnaou, Ghana, Guinea, Ganga, et ainsi de suite. Je veux dire, si on ouvre la vanne, on aura besoin d'autres podcasts, effectivement. Mais la seule chose que je voudrais dire rapidement, c'est que cette histoire de l'Abid, il y a plusieurs points de vue, européens, américains. Et on n'a pas encore le point de vue marocain, parce que c'est un phénomène qui a eu lieu, qui a existé dans notre histoire et qui est associé à l'élite. Et que nous allons explorer dans une prochaine série de podcasts. Avec plaisir. Alors, on est toujours avec Mustapha Kadeli et Hamza Chiwa, l'équipe de Radio Ma'arif. C'est un peu le staff de Radio Ma'arif qui fait le bilan de sa propre saison. C'est un peu ego trip, on peut dire ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Et il y a une autre série de podcasts qu'on a démarré. En fait, on a fait une série fermée de 15 podcasts sur Tboreda, le monde du cheval traditionnel. Est-ce que tu as écouté cette série, Mustapha? Très riche. Très il n'est pas loin des Malmines, hein. Il a aussi un Mqaddam. Est-ce que le Mqaddam, c'est un peu des Malmines? C'est le même. Attention, à l'origine, le mot Ma'allam renvoie à Snaï. C'était quelqu'un qui connaît un métier. D'ailleurs, tout le monde a une Sna'a avant de faire de la musique. Hada Jlaydi, Hada Gzal, Hada Kada, etc. Donc, ta Ma'allamit à la base. Toi, tu as un moule shkara, parce que ton Ma'allamiz, il est écrit. Oui, je suis sérieux. On nous a expliqué comment les shkara, c'est les gens qui étaient dans le Mekhzen, qui travaillaient avec leurs plumes. Par rapport à Moulin Slah ou la Moulin. Bien sûr, parce que shkara aujourd'hui est une métaphore qui renvoie à l'argent, mais comme à l'époque on ne portait pas beaucoup d'argent sur soi, shkara justement c'était pour la plume, papier, encrier, effectivement. Donc oui, on en apprend d'ailleurs j'en connais ce que tout un chacun sait, je veux dire, par le visuel, éventuellement parler avec quelques-uns ou apprendre comme ça sur le tas. Mais là, les interviews faites avec les uns et les autres, avec les mqaddmin, avec les gens qui font Tboreda, et puis regarde tout ce qui est autour. Je veux dire, il y a le cheval, il y a la selle. Rien que la selle et le ma'almin qui ont travaillé beaucoup d'interventions entre le bois, le cuir, c'est-à-dire qui brille, parce que le mot sqli, on lui donne beaucoup de signification, on oublie que c'est quelque chose qui est c'est-à-dire quelque chose qui brille, c'est pour ça qu'on l'appelle sqli, mais il ne vient absolument pas de Siqliya, comme le font croire certains qui ne connaissent pas Tamazight. Siqliya, la Sicile, Sqli hijji min la Sicile, non, Sqli qui sqiql, c'est-à-dire il brille. Et quand on le voit doré comme ça, tout simplement parce que tu vois, ces histoires un petit peu de la connaissance de la langue nous aident à décoder, y compris sur beaucoup de choses, sur Gnawa, sur Ghana, sur Al-Harati, Al-Hardar, Al-Hardaniyin, Al-Hardan, etc. C'est des choses liées à la langue et c'est la langue qui nous aide à décoder d'abord. Après, s'il y a des extensions, etc. Donc, je parlais de la selle. Rien que la selle mérite vraiment toute seule, je sais pas moi, 3 ou 4 sujets avec les Malmines qui travaillent tout cela, parce que c'est pas de l'évident. Plus le cavalier, plus toute
c'est un monde incroyable. la tribu ou le groupe et la performance. Et ensuite aussi des traditions qui sont associées, qu'on n'a malheureusement pas très bien entendu, mais bon, j'espère que ça va revenir. Leur relation aussi avec les confréries religieuses, parce que ce thème des confréries religieuses sur lequel on parle, il a énormément d'aspects. C'est pas que des confréries qu'on a essayé d'accuser de tous les torts avec l'apparition des nouvelles idéologies à la fin du 19e siècle, mais c'est une partie de notre histoire. Alors, on peut être pour, on peut être contre, on peut aimer, on ne peut pas aimer, mais c'est absolument pas ça le problème. Le problème, c'est de comprendre cette évolution avec ce système, avec son, comment dirais-je, ses apogées, ses hauteurs, ses faiblesses, et comment les nouvelles idéologies nous ont rendu un petit peu à un point zéro où on se cherchait parce que justement on a été dépossédé de la souveraineté, etc., etc. Mais bon, les choses reprennent petit à petit. C'est la longue histoire la longue histoire qui parle. Et quand on voit aujourd'hui cet événement énorme qui est organisé à Jdida pour honorer, moi je me souviens des années 80 de la sécheresse, comment les gens se débarrassaient de leurs chevaux et de leurs bêtes d'une manière générale parce qu'ils n'avaient plus le budget pour les entretenir. Un cheval, ça consommait dans les années 80 jusqu'à 50 dirhams par jour. Dans un contexte de sécheresse, je l'ai vécu, je l'ai vu de mes propres yeux et je croyais que c'était fini. Et heureusement, il y a eu cette idée de demander aux gens de se mettre en association pour pouvoir avoir des subventions, pour pouvoir entretenir un cheval, parce que c'est une passion qui coûte très cher, mais en même temps une passion pour les gens qui l'aiment. C'est comme si tu enlèves, je sais pas moi, le foot, le basket, la musique, ou à quelqu'un d'autre qui en est passionné parce qu'il n'y a pas d'aide, etc. Je ne pense pas, malgré tout ce que tu décris, je suis un peu d'accord avec toi, mais je suis pas sûr que la pratique ait été à un moment donné en danger. Ça veut dire que c'est tellement ancré dans la société marocaine et tellement puissant qu'aucune turbulence venue de l'extérieur n'aurait pu. Après, c'est sûr qu'un événement comme la sécheresse, comme c'est réducteur, ça réduit. Non, je parlais plus d'un événement comme le salon organisé à Jdida, il donne un coup de fou à la pratique. Mais quand on arrive, ce qui est marquant, en tout cas visuellement, c'est que ça cristallise un peu l'ensemble du Maroc déjà. C'est un patchwork de couleurs, de styles différents qui font tous la même activité. Il y a un noyau et une diversité autour. La manière de mettre l'arza, chaque région a sa manière de mettre l'arza. Hein. Oui, mais tous ces gens se retrouvent à faire la même chose. Se balader dans les tentes des sorbas. Les accents. Les accents, c'est incroyable. Et c'est des gens qui communiquent entre eux. Tu sais, moi je suis toujours surpris à chaque fois qu'il y a un projet de communication du Maroc officiel qui veut comme ça montrer la variété, mais elle est là, quoi. C'est beaucoup plus efficace que le dire, c'est le montrer. Il y a quelque chose qui est... Moi j'étais frappé par deux choses dans ces enregistrements. Premièrement, c'est la puissance d'attraction ou de séduction qu'a cette activité, y compris chez les urbains. On a emmené nos enfants, hein, c'était pas... Bon, autant moi, deux générations avant moi, il y avait des pratiquants de Tchoubourléda, c'est à côté de mon grand-père, mais mes enfants, ils sont loin du monde rural. Et ta fille aussi. Et ils sont allés, et ils ont adoré cette histoire de cow-boy, tu vois. Voir à quel point ça peut être excitant. La poudre. Il y a quelque chose dans l'ADN. Les couleurs. Quelque chose dans l'ADN. Même les couleurs. C'est les couleurs, là. C'est festoyant. Ouais. C'est une communion. Une communion, ouais. Et la deuxième chose, moi, que j'ai trouvé vraiment importante et qui m'a vraiment marqué, c'est à quel point on pouvait, à partir d'une activité, parce qu'on a commencé le podcast, et d'ailleurs on salue Mouna qui les a présentés, en se disant tiens, on va parler comme ça de technique, c'est quoi le dressage, des moukala qui fait, des tra, tout ça, un peu de vocabulaire. Et en fait, on se rend compte à quel point on peut toucher des problèmes, je vais pas dire philosophiques, mais des problèmes importants à travers ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une tradition? Est-ce que pour sauvegarder une tradition, il faut la codifier? Est-ce que quand tu la codifies, tu l'appauvris? Est-ce que tu prends le risque de la perdre, quitte à l'uniformiser? Toutes ces choses-là. Il y a de la compétition. Voilà. Il y a de la compétition. C'est comme le foot. C'est des vrais sujets. Est-ce que pour sauvegarder une race de cheval, tu es obligé de... Enfin, il y a beaucoup de choses. Il faut écouter les podcasts. C'est des choses qui sont décrites là-dedans. Et la puissance d'attraction qu'a cette activité de Tchoubourléda, y compris à l'international, hein, parce que on a une partie où on parle de la croix, etc. La fantaisie. Elle est au cœur pour moi, encore une fois. Et c'est là où ça se rejoint. Parce que la musique, les musiciens chantent le cheval est dans les chansons, etc. Et ça, pour moi, ça fait partie d'un tout cohérent. T'avais des chevaux avec des barbes, Hamza? Le fameux barbe. Le fameux barbe. C'est impressionnant comme animal. Oui, bien sûr. On a vu surtout un cheval à 1 million de dirhams, on nous a expliqué. Wow. Ouais. Donc, ça rejoint ce que tu disais sur les budgets. C'est vrai que c'est compliqué, mais en gros, je ne pense pas qu'elle était un moment en danger. Je pense qu'elle aurait survécu, même sans aide, même avec des sécheresses. On voit les résultats aujourd'hui, mais ce système d'aide aussi au groupe, et puis leur invitation à des événements. Parce que... Et puis le cheval est un animal particulier. On a un super exemple sur un épisode, c'est l'interview de Halima, la pionnière.
Ouais. Oui. Cet épisode-là est magnifique parce que de par sa passion pour cette activité-là, apparemment elle a vu son père, son grand-père faire ça, et puis elle s'est attaquée à ça. Elle est urbaine, elle est urbaine, il faut le dire. Oui, elle est on a urbaine, fait l'interview à Mohamedia chez elle. Exactement, en ville. elle est comédienne aussi. Ouais, elle est comédienne. Il a conquis. C'est pas une. Non, ce podcast est magnifique. En fait, c'est une histoire d'amour entre une petite fille et son père. Ouais. Donc, une petite fille qui s'est attachée à ce monde-là et qui, malgré toutes les pressions sociales, toutes les interdictions de son père, va continuer à le faire. Et c'est magnifique parce que, oui, voilà. Et son père, à chaque fois, il lui dit bon, c'est la dernière fois que tu fais ça, c'est bon, la prochaine fois que tu fais pas, elle dit ok, papa. Extraordinaire. Elle recommence. C'est incroyable. C'est une histoire incroyable. Espérons son retour sur la scène, hein, parce que vu comment ça s'est terminé dans le podcast, bon, on dirait pour que la féminine. Mais tu as raison de parler de génération père-fille, là c'est père-fils parfois. C'est un thème qui est très présent dans les deux podcasts, hein, que ce soit le Tboreda ou le Malmin. C'est ce côté un peu saut de génération. Quand tu te lances dans cette activité-là, son père était pas d'accord, mais il a fini par l'accompagner. Pareil. En fait, il devait secrètement le vouloir, je pense. Ouais. Non mais écoutez ça. Sans l'admettre. oui, écoutez, ouais. On va continuer à parler de ce qui s'est passé cette année. Dans Radio Ma'alif, on a eu l'occasion de faire une série sur le foot, Mustapha, que tu as présenté. Alors, on nous a dit que c'était un peu, voilà. Pareil, je maintiens ce qu'on a dit depuis le début, que c'est cette équipe de foot-là, cette équipe nationale, elle en dit beaucoup sur nous. Et moi, ce que j'ai envie de rajouter, c'est que depuis, j'ai vu les Dreamers. C'est Dreamers, c'est une sorte de série qu'on trouve sur YouTube. Je crois que c'est Riyadea qui a fait ça, où tu vois les images des vestiaires du Qatar 2022. Et ça m'a conforté dans mon idée que j'avais que cette équipe de foot, elle est très importante dans notre identité, l'équipe nationale. C'est de l'histoire, l'histoire qui nous éclaire. Je vais te donner un exemple parce que on voit le Ghelaghi dire ça c'est le Maroc d'avant. Celui qui perd aujourd'hui. C'est-à-dire que il a l'ambition, alors on est d'accord ou pas, on peut critiquer aussi mais pourquoi pas, il a l'ambition que cette équipe-là façonne la mentalité des Marocains. C'est très profond, c'est très puissant. Et ce n'est pas rien de s'intéresser à une équipe, une simple équipe, c'est un simple sport. Bon, c'est beaucoup plus qu'un sport. Le foot est le foot parce qu'il est plus que le foot, bien sûr, mais une équipe qui a l'ambition de changer l'état d'esprit d'un public qui est censé... C'est quelque chose d'assez profond, en fait. Oui, Black Mossi, je veux dire, on a eu une traversée du désert, et puis voilà, une performance extraordinaire. Pour une fois, on n'est pas les perdants de la losers. On a l'habitude que l'histoire soit racontée par les historiens. Et là, avec Tboreda, avec le Malmin, avec le Montakhab, par des témoins, si j'ose dire. Toi, tu es témoin, tu n'as pas participé à ces événements, tu les as regardés comme tout le monde, tu as appris, tu as essayé de savoir un petit peu depuis le début de la compétition de la Coupe du Monde, et tu nous as raconté comme une sorte de témoin, comme les gens qui ont raconté de l'intérieur, les Malmin, les Mqadmin et les gens de Tboreda, c'est-à-dire c'est des espèces de témoignages in vivo sur lesquels l'historien pourrait travailler par la suite pour essayer de faire des décodages encore beaucoup plus profonds, associés à d'autres événements politiques, économiques, sociaux, culturels, etc., liés aux changements locaux, internationaux, politiques, géopolitiques, etc. Donc, tu vois, on a une masse brute d'informations extraordinaire sur le processus de cette équipe et comment aussi, comme dans tous les pays, associé également à des politiques de rayonnement, de soft power, d'être connu au-delà de l'aspect sportif du foot, que tout le monde aime, bien sûr, tout le monde joue partout. Et chacun essaie d'avoir des performances pour arriver à le Botola et pourquoi pas arriver à la Coupe du Monde ou à la Coupe d'Afrique. Donc ce sont des histoires qui font partie de l'histoire et à mon avis, pour moi, en tout cas, c'est une grande découverte. Merci beaucoup, Lida. Hein, tu m'as vraiment régalé parce que, justement, au-delà de ce qu'on voit à la télévision, il y a toute une scène par derrière et aussi, ça compte énormément au-delà de la performance qu'on voit sur le terrain. Je ne sais pas, tu n'es pas d'accord avec moi ? Si, je suis complètement d'accord. Mais ce qui est intéressant dans ces podcasts aussi, c'est qu'à la différence de regarder un match de foot, en l'occurrence des rediffusions pour les anciennes Coupes du Monde, c'est de voir à quoi peut se jouer un succès ou une défaite dans le football. Comme il est très facile de renverser un match, mais il suffit d'un but ou alors qu'une équipe verrouille tout derrière pour qu'il ne se passe rien, que ce soit un match nul. Donc ça peut se jouer sur un coup de bol. Un joueur énervé qui s'embrouille avec un coach, une blessure. C'est des choses qui peuvent changer un parcours en Coupe du Monde. Et là, on peut dire que sur la dernière Coupe du Monde, on a eu tous les astres alignés, tout s'est bien passé pour nous jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde, mais on aurait pu le faire avant.
Bien sûr, tu aurais pu le faire. Ouais, pour moi, il y a 2 moments où tu aurais pu le faire. Il y a 86, où, à mon avis, sans la blessure de Biez, blessure qu'il obtient dans une célébration avec Aziz Boudelbel. Hein. C'est pas la blessure d'un. C'est tragique. C'est tragique. C'est un mais détail mais tragique. c'est l'exemple typique de qui t'annule un état de grâce. Voilà, exactement. Donc là, avec Biez, peut-être que tu traînes jusqu'aux prolongations et tu peux peut-être sortir l'Allemagne parce que Zaki est pas. Bref, c'est des si. Hein. Et le deuxième. On refait pas l'histoire. Et le deuxième moment pour moi qui est incroyable, c'est 98, où avec 4 points tu rentres à la maison, alors qu'il y a des équipes qui passent avec 3, des équipes qui passent avec 4. C'est pas censé arriver. C'est pas censé arriver. Mais bon, on a eu un rappel de Baraka, parce qu'on peut aussi dire que tous les poteaux extérieurs le poteau de Sarabia, le poteau de la tête de Pépé, les Kharjat, etc. en 2022 sont un peu les rappels de Baraka de El Galaga. De El Galaga, exactement. Bienvenue les amis, c'est la fin de ce podcast bilan. Hein. On va finir en parlant des séries traditionnelles de Radio Ma'arif. Alors on l'a dit, hein, beaucoup de productions cette année, beaucoup de choses. Allez les écouter, hein. Dites-nous ce que vous en pensez sur ces nouvelles saisons, ces nouvelles séries consacrées aux musiciens traditionnels. C'est le Ma'almin, consacré au foot, à l'équipe nationale, c'est le Muntakhab, consacré au cheval traditionnel, c'est Tbourleda, et on a gardé bien sûr nos stars, quoi, le podcast Histoire déjà, podcast Tribu aussi. Alors moi, ce que je retiens du podcast Tribu, puisqu'il faut juste passer rapidement là-dessus parce qu'il faut aller les écouter. Hein. Bon, pour moi, c'est la performance de Hassan Al-Sheikh qui a sorti son dictionnaire des concepts un peu ruraux, que je vous invite à écouter, qui nous a parlé de magie, de qaïd, de sorcellerie, de façon très... un vocabulaire commun que tout le monde utilise, mais qui a des profondeurs et des contenus précis. Ouais, mais qui, avec l'explication d'un spécialiste, sort un peu du flou dans lequel tu l'avais en tête. Sga, par exemple, pour moi, c'est une expression qu'on dit, mais allez écouter les podcasts pour savoir exactement ce que ça veut dire. Et également, pour terminer, les podcasts Histoire, dont je retiens, entre autres, un très beau double podcast de Mehdi Rouilguet sur l'histoire de l'or, et voir comme ça l'or maghrébin, comme ça un peu à l'origine de l'essor du capitalisme européen. Je trouvais ça super intéressant. Il y a pire. Ouais. Le mot or vient de la langue mazir, parce que dans la langue mazir, on dit or, et la couleur jaune, c'est aurar. Ouais, ou c'est peut-être l'inverse. Hein. Comment ça? Pourquoi voudrais-tu que le français vienne de l'Amazir et pourquoi pas l'Amazir du français? Non, parce que l'or n'existe pas. Non, l'or n'existe pas. En fait. Non, les mines d'or d'abord n'existent pas en Europe. Primo. Donc ils ne peuvent pas donner un nom à quelque chose qui n'existe pas chez eux. Le jaune. Oui. Non, le jaune, ils disent amarillo. Mais quelle est la relation entre le mot or et le mot jaune? Il n'y a pas d'or en Europe, Snap. Non, dans l'histoire des mines, il n'y a pas d'or en Europe. Il n'y a pas d'or en Europe. Non, il n'y a pas de mines, ils ne connaissent pas ça. Je sais qu'on a des auditeurs. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Oui. Non, dans l'histoire des minerais. Je connais l'histoire de Maradona qui va chez le pape. C'est une histoire vraie, ça. Maradona est couvert de gloire et comme tous les Argentins, il est très croyant. Voilà, il est, comme on dit, pieux. Voilà, il est pieux. Et donc, il demande à être reçu par le pape. Et là, il est au top de sa carrière. Hein. Il est reçu par le pape. Et quand on lui dit, alors, c'était bien, tu as demandé la bénédiction. Il dit, vous savez, moi, je l'ai surtout demandé pourquoi, dans mon pays qui s'appelle l'Argentine, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'or, etc. Et je rentre dans son palais, c'est couvert d'or, alors qu'il n'y a pas d'or en Europe. Donc, je lui ai proposé de le rendre aux pauvres plutôt que de venir nous demander. Voilà. L'Europe, en tout cas l'Europe de l'Ouest, a connu l'or par nous. C'est pour ça que ces moments d'histoire de Sijil Massa, quand on parle des Sijil Massa, des Almoravides, et de l'or qui est très... le Mali, le Sahel est une zone très riche, et à ce moment-là, on le prenait pour Tibr, c'est-à-dire une poudre qui est transformée, etc. Et on sait qui ne concerne, ça passait par Sijil Massa, ou la Tamdoul Waqa, sur les limites de Drawargziz, et qui est remonté, qui est fabriqué, qui est transformé, qui est vendu. C'est pour cela qu'on a ce dinar al-Mouravid qui était le dollar de son époque. Dinero. C'est pour ça que même jusqu'aux Almohades, c'est resté un élément fondamental. C'était l'un des éléments de la puissance des empires qui ont gouverné une partie de l'Ibérie, de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest. Donc, la langue, c'est là que la langue nous aide à expliquer certains phénomènes, parce que justement, quand ils sont associés à des grands événements politiques ou économiques, la langue et les linguistes, et c'est pour ça que ce métier existe, nous aident à comprendre. Moi, la série qui m'a marqué sur les podcasts Histoire, c'est une espèce de cartographie
des confédérations tribales que nous a fait notre ami Mustafa. Ouais, avec Smoda, les- Snatsa et Snaja. et Snaja. Ça, c'est Ben Khaldoun, hein, c'est pas moi. Ouais, mais c'est toi qui nous l'as expliqué, Oui. qui nous l'as vulgarisé. On a essayé d'inviter Ben Khaldoun, mais j'ai oublié. Alors, s'il te plaît. Il s'est Non, exprimé par ses il est livres. inaccessible, je sais pas. Il Non, répond non, très peu. il a ses livres. Ses livres, ils sont là. Ils sont très Et là- gros. Et Ils sont là, très encore gros. une fois, comme pour la série des Malmines et des Tboureda et compagnie, on a le Maroc d'aujourd'hui expliqué par des traces qu'ont laissé des gens qui étaient là il y a déjà 1000 ans, avec des habitudes, des modes de vie. C'était très très intéressant. Alors moi j'ai une question à te poser, Hamza, parce que en fait comme c'est la première fois que tu parles, On exprime. ouais, enfin dans un podcast, tu t'exprimes pas le reste du temps abondamment. Non, en fait on a un parcours parallèle vu que on a commencé les podcasts Histoire ensemble et on n'y connaissait pas grand chose. Et aujourd'hui, comme moi, tu les as tous bien sûr écoutés, peut-être même plus parce que tu les traites plus longtemps. Voilà. Et comment tu as vécu? Moi, j'ai fait un bouquin là-dessus, donc je me suis exprimé là-dessus. Mais on t'entend pas, toi, nous expliquer comment tu as vécu cette accumulation de savoir, cette quête, cette masse de surprises, cette passion, parce que je sais que tu étais aussi passionné. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus, parce que c'est des histoires parallèles, mais la tienne on la connaît pas. Écoute, pour le résumer, c'est très facile. J'ai l'impression d'être passé de l'Omeya au savoir. Ça veut dire qu'au début, quand on a commencé à faire ces podcasts histoire, c'était très flou, très vague. Pourtant, tu as fait l'école, je veux dire, tu as fait des cours d'histoire, comme Oui. tout le monde. Hein. Oui, mais pas la Je même. fais l'école, mais on n'a pas. Oui, mais pas la même. En fait, la source de plaisir dans cette démarche-là, c'est de comprendre les choses. C'est comme mettre des lunettes. C'est-à-dire, plus on fait des podcasts, et plus on commence à faire des liens, avoir des ramifications, essayer de comprendre un contexte global. Et c'est pour ça que c'est super intéressant. C'est agréable de mettre les lunettes, ouais. Oui, bien sûr. Ça veut dire qu'on voit mieux tout d'un coup et qu'on comprend plein de choses, y compris des choses qu'on voit aujourd'hui, dans le Maroc d'aujourd'hui, qui sont impactées par ce qui s'est passé il y a 500 ans, 1000 ans, 1500 ans. C'est trop fort, ces traces, de trouver les origines de ces traces qu'on a aujourd'hui. Bien Je sais sûr. pas, c'est- Bah écoute, moi j'ai comparé ça, on en parle souvent entre nous, c'est comme si quand tu regardes une série, tu as vu le dernier épisode, mais tu le regardes, tu comprends pas très bien, tu n'as pas un grand... Et là d'un seul coup, tu as l'épisode d'avant et celui d'avant, on dit ben voilà, et ton évolution dans... Tu sais moi par exemple, je me suis souvent demandé pourquoi, quand tu vas à Rabat par exemple, une des plus belles vues sur mer, c'est le cimetière. Il est très bien placé. Quand tu vas à Tétouan, c'est pas une ville qui est proche de la mer. Tu as une magnifique côte. Magnifique. La côte méditerranéenne, c'est une richesse touristique, de pêche. C'est un bijou. C'est un bijou, ben c'est Martil, ou là c'est Mder, ou la Marche. En tout cas, elle n'est pas collée à quelques kilomètres en arrière, etc., etc. Puis tout le monde me demandait, je dis, pourquoi le Maralba, tu vois, Casa par exemple. Sort et des canons. Voilà, exactement. Ben, voilà. Ben, quand tu connais l'histoire des catastrophes qui nous sont arrivées par la mer, tu comprends pourquoi nos ancêtres, ils pensaient pas à se baigner, Ils lui ont tourné le dos. ni à faire du surf, mais aux gars qui débarquaient, aux croisés qui débarquaient. Et là, d'un seul coup, ben, tu comprends mieux. Et ça, c'est un exemple. Des choses comme ça, nous, Hamza, on a compris 5000, quoi, chaque jour. Excellent. Excellent. Ben, espérons que nos auditeurs, auditrices, pareil, peut-être des gens en savent aussi plus. Et puis là, ces décodages, ces éclairages, ces points de vue, de la manière la plus simple possible. Voilà, c'est Radio Ma'arif. Et merci à vous beaucoup. J'ai trouvé un énorme plaisir de travailler avec vous deux. Et c'est franchement une expérience extraordinaire. C'est pas fini, ouais, on a l'impression que c'est un jubilé. Merci les amis, écoutez les podcasts que vous avez loupés, partagez-les, parlez-en, donnez, je sais pas, les étoiles, les pouces, Réécoutez enfin, le ouais, Malmine, non, même réécoutez le au Malmine. bassement technique, c'est-à-dire les likes, tout ça, il faut le faire. Je sais pas, ça nous aide. Exactement. Voilà, si ça nous aide, il faut le dire. Tout le monde le dit. Voilà. Exactement, il faut que ça arrive au plus de monde possible. Exactement. Merci beaucoup. On se retrouve pour la saison 6, Inch'Allah. On va aussi remercier nos partenaires. Bien sûr. Alors oui, bien sûr. Alors on va les faire tous. Alors il y a Maroc Télécom, avec qui on a fait l'histoire tribu. Malmine, ouais. Tboureda avec le Crédit Agricole Exactement. du Maroc. Et le Mounsakhab avec les eaux minérales d'Oulmès. Merci, merci les amis. Restez là. Hein. Multipliez-vous pour faire plus de podcasts. Et à la saison prochaine. À très bientôt. Salut. Salut.